Alors, je vous explique un petit peu l'origine de ce débat. Ce qu'on a voulu faire cette année, c'est inviter des tout jeunes écrivains qui n'étaient pas connus du tout encore en France pour essayer de promouvoir la nouvelle génération. Et alors, dans un premier temps, on s'est arrêté à cette génération qu'on appelle les nouveaux traditionnalistes. Mais ça nous est apparu comme un peu restrictif, et donc nous avons invité également Yigal Savé, qui je pense ne se classe pas dans les nouveaux traditionnalistes, et Léa Tanur, qui s'y classe absolument pas du tout, mais qui peut admirablement en parler. Alors, je vais vous présenter d'abord ces 4 personnes, et donc ces 3 générations. Alors, on va commencer par Yigal Savé, disons l'aîné des tout jeunes. Alors, Yigal Savé est né à Oufa, et il y a vécu très longtemps, à Oufa. Il s'est fait connaître. Alors, il a fait des études de lettres, un peu de journalisme, bon, et il s'est fait connaître au prix Début. Vous savez ce que c'est que le prix Début? Il y a eu bon, on va y revenir tout à l'heure, mais enfin, il y a eu un prix littéraire destiné aux jeunes de moins de 25 ans. Et donc à ce moment-là, il a envoyé un de ses manuscrits, et ce manuscrit, c'est ça. Alors, Olga Slavnikova, que vous connaissez, qui gérait le prix Début, s'est tout de suite exclamé en disant, voilà, à lire le premier paragraphe, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un écrivain. Et donc, elle a demandé, enfin, elle a envoyé le texte au Logumir, qui l'a immédiatement publié. Et nous, ayant lu Logumir, on l'a immédiatement traduit, et vous l'avez ici dans une traduction qui est parue, je crois, en 2010, le texte a été écrit en 2004, mais paru en 2010. Bon, ce texte a plu aux éditions de l'Aube, qui l'ont repris, en oubliant de mentionner que nous l'avions déjà édité, mais enfin bon, là c'est une élégance entre éditeurs. Et ils ont également traduit cet autre livre que présente Savelyev, qui en russe s'appelle Teleshkova Teleshkova Letitnamas, qu'on comprend un peu toujours les Teleshkova Letitnamas, et qui a été traduit. Les Russes, enfin bon, qui a été traduit et édité aux éditions de l'Aube. Donc vous pouvez d'ores et déjà lire à la fois ce texte-là en français, et puis lire aussi les 2 éditions de l'Aube chez les éditeurs que vous pouvez voir. Bon, tout récemment, Yigal Savé a écrit un texte tout à fait important qui s'appelle Roche Gamlet, le mensonge de Hamlet, qui, enfin, c'est une fiction, mais fondée sur l'aventure, la mésaventure du metteur en scène Sergei Blinnikov, dont vous avez entendu parler. Bon, et ça a été un des textes les plus lus, dit-on, enfin, les études de lecture dans les revues signalent que ça a été un des textes les plus lus en 2019. Bon, voilà Yigal Savé, il est donc à peu près présenté. Bon, alors Yigal Savé est né en 83, c'est ça, Stephen Bradley. Bon, alors, après, je vais vous présenter tout de suite quelqu'un qui est né un an après, et c'est Antipin. Alors, Antipin, ici. Ah, bon, on vous signale que la surprise est arrivée, donc vous allez pouvoir entendre les deux. Bon, alors, Antipin, bon, c'est un jeune écrivain, tout jeune écrivain de Sibérie. Il est né dans un petit village à, je sais pas, à peu près 150 km ou 350 km de Irkoutsk, et il y vit toujours. Alors, Antipin écrit, donc, il a, à ma connaissance, il voulait travailler dans la nature, la préservation de la nature, et, bon, et il s'est inscrit, enfin, il a commencé ses études dans l'académie de travailler sur ces problèmes-là de sauvegarde de l'environnement. Mais il s'est rendu compte que les métiers auxquels préparait cet institut, bon, étaient vraiment aux mains de gens qui s'occupaient plus des pots de vin que de la nature. Et il a quitté cet institut et a fait des études de lettres par correspondance et en France. Alors, Antipin
relate, enfin écrit essentiellement des nouvelles. Il a écrit un court roman, et sinon il écrit essentiellement des nouvelles, et des nouvelles dans lesquelles il raconte un peu ce qu'il connaît de la vie sibérienne. Et ces nouvelles se lisent beaucoup, il commence à avoir beaucoup de succès en Russie en général, et il est, je dois dire, objet de débat. Objet de débat parce qu'il écrit, il dépeint ce qu'il connaît, il dépeint la réalité sibérienne, le dur climat, l'existence des gens, la façon dont ils vivent, la façon dont ils se comportent, et il l'écrit dans la langue dans laquelle il parle. Et cette langue apparaît à pas mal de gens des villes, une langue des grands-mères. Donc il y a tous ceux qui s'opposent un petit peu, qui disent bon, un type, c'est une langue surchargée, une langue artificielle. Mais il y a aussi les avis tout à fait contraires, tous ceux qui au contraire apprécient aussi cette restitution d'une réalité que l'on connaît peu, cette restitution à travers la langue parlée dans ces régions. Alors je voudrais vous lire quand même un petit passage de ce qu'a écrit Monique Slodian. Vous connaissez peut-être Monique Slodian, c'est une ex-enseignante. Une seconde. Voilà, alors Monique Slodian, c'est un chercheur français, une traductrice aussi, elle écrit et traduit sur la littérature russe. Alors voilà ce qu'elle écrit sur la langue d'un type. Alors, dès les premières pages, la beauté des récits d'un type me coupe le souffle. L'immensité de la taïga sibérienne, de ses fleuves majestueux, de ces hommes et femmes magnifiques d'authenticité, surgit devant vous, portée par la force d'une prose d'une grande puissance poétique. On découvre à chaque pas la langue miraculeusement restituée des grands écrivains sibériens des décennies passées, les Belov, Abramov, Chukchin, etc. La saveur du parler sibérien qu'on avait goûté avec les récits et les films de Chukchin s'était, semble-t-il, définitivement évanoui depuis la disparition de Valentin Rasputin. Bon, c'est Valentin Rasputin étant le grand maître d'un type. Voilà, si je vous ai lu ce passage, c'est que je partage l'avis de Monique Slodian. Je vous conseille donc très vivement tout ce que vous pouvez lire d'un type. Bon, excusez-moi, je voulais lire à propos de Igor Savvy, un petit passage d'un critique à son sujet. Je vais vous lire ça tout de suite. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Alors, souvenez-vous de ce que je vous dis. Dans 10 ou 20 ans, nous parlerons d'Igor Savvy en ajoutant à son nom l'épithète célèbre ou reconnu, et peut-être même en le qualifiant de grand écrivain. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Voilà ce qu'a écrit un critique en 2013. Là aussi, je partage totalement cet avis, c'est pourquoi je vous ai lu ce paragraphe. Bon, je continue ma présentation. Alors, nouvelle génération, là, on a donc une génération, et comme vous voyez, cette génération n'est pas uniforme. Vous avez un écrivain qui se consacre vraiment à représenter une réalité particulière qu'elle connaît bien, et un écrivain qui, au contraire, se plonge dans les problèmes les plus aigus de la réalité, puisque l'affaire Sergeyevnikov a été quand même une affaire qui a beaucoup agité les esprits à l'Occident, mais aussi en Russie. Bon, je voulais dire d'Igor Savvy, décidément j'oublie tout, mais bon, ça vient bien. Il a jusque-là vécu à Oufa, où il excellait, il a même eu un prix. Il va nous raconter la façon dont il a quitté Oufa. Il a été le premier écrivain russe et de langue russe à avoir un prix littéraire local. Donc il était plus que reconnu. Et puis il s'est passé un petit événement qu'il va nous raconter tout de suite. Et maintenant il vit depuis quelques mois ou quelques semaines à Moscou. Et au début c'est un petit peu, comme il a écrit, ce sont des tracas et des soucis. Mais à long terme, ça sera sans doute bénéfique. Et voilà, il nous racontera également cette aventure. Bon, je continue ma présentation. Autre génération, Boratranov, que vous voyez, tout à fait jeune. Il est né, lui, en 81, c'est ça? Pardon, 91, là, parce que j'ai dit 91, attendez que j'en trouve mes papiers. Je vais trop dire des choses.
Oui, Bourlatranov est né en 91. Alors, il est né à Kazan, vous connaissez Kazan, et il y vit toujours. Il écrit beaucoup, alors qu'il est tout jeune et il est déjà là-bas. Il a un certain nombre de prix littéraires. Bon, les prix littéraires des auteurs, je ne vais pas les citer parce qu'il y a en Russie en ce moment vraiment une abondance de prix littéraires. Il y a les grands prix Sampro, il y a les prix dans les revues, il y a les prix dans les villes, il y a les prix dans les lieux. Bon, alors si on veut citer les prix de chacun, on sera encore là à midi et demi, enfin, à citer les prix. Donc, bon, tous les écrivains présents ici ont vraiment tous les prix nécessaires pour pouvoir se produire sur une scène internationale. Bon, alors, Bourlatranov est né à Kazan, il vit à Kazan. Il a travaillé, il a fait de la philologie, de l'étude littéraire, il a fait une thèse sur la littérature soviétique, et publié dans les grandes revues, à la fois à Kazan, mais aussi dans les grandes revues centrales, ce qui est tout à fait important. Et il est l'auteur surtout d'un grand roman qui s'appelle Gniav, La colère, et qui est tout à fait intéressant. J'espère qu'un jour il sera traduit en français. Alors je vous lis ce qu'a écrit de ce texte, de ce roman, un critique, qui est une satire aiguë et encolérée d'une société qui, ayant acquis un semblant de liberté politique, éprouve le besoin, par inertie, d'aspirer à être dirigé psychologiquement. Voilà ce qu'on dit du roman de la colère, et je pense que c'est bien dit, c'est exactement ce que je montrais là. Alors, Bourlatranov étant le plus jeune, et celui qui parle, et ça la critique le note, parle le plus de la vie vraiment actuelle, avec les instruments actuels, les réseaux sociaux, tout ce qui peut exister de plus neuf dans la réalité concrète, et dans les romans de Bourlatranov, ce qui est un peu une nouveauté, ce qui est un peu dans la littérature est souvent très en retard sur des réalités matérielles, c'est pas le cas de Bourlatranov. Donc voilà. Alors, vous me voyez manier ce document, cette revue. Donc, cette revue a été faite justement pour préparer cette séance, et vous pourrez lire dans cette revue à la fois une présentation de chacun des auteurs et également des textes pour les uns et les autres, pour notre ami Andrei Antip et Bourlatranov, ce sont leurs premières publications. Donc voilà, j'espère qu'elles vont être les hirondelles qui vont créer le printemps, et que le printemps va venir vite. Voilà, alors il me reste à présenter quelqu'un qui n'a que 10 ans de plus que Saline, mais qui représente une autre génération. Alors, Lev Danielkin est, je dirais qu'il est d'abord connu, puis alors là, vous pouvez le dire en France, il est très connu par, il a écrit 3 biographies. Il y a dans l'édition russe une série qui s'appelle GZR, Замечательных людей, c'est ça? Замечательных людей, GZR, on dit toujours GZR, donc depuis ce que signifie le sigle, bon, et qui présente un personnage. Et il a écrit pour cette série, il a déjà écrit trois œuvres, une sur un écrivain qui s'appelle Plakhanov, une sur quelqu'un que vous connaissez tous et qui est Gagarine, ça serait intéressant de la traduire en français. Et il a écrit récemment, et paru, on l'a traduit, quel est l'éditeur, mais vous pouvez le trouver, il a été traduit en français, c'est la présentation de Lénine. Alors là, c'est quand même une grande audace, parce que c'est pas le premier texte sur Lénine, il y a eu beaucoup de choses écrites sur Lénine. Je crois qu'il a travaillé très longtemps sur cette œuvre, et elle est vraiment tout à fait passionnante, tout à fait intéressante, pose un certain nombre de problèmes, et évoque des choses qui ne sont pas ailleurs. Donc voilà, je vous recommande donc pour Lev Danielkin le texte ce texte sur Lénine que vous pouvez acquérir. Bon, mais Lev Danielkin est aussi un critique, et un critique particulièrement intéressant. Alors, il a écrit beaucoup de choses. Il a fait des recommandations, les livres de l'année, il a fait des bilans, il a écrit dans pas mal de revues et de journaux. On va lui demander un petit peu où il en est. J'ai l'impression qu'il écrit moins. Alors, qu'il s'intéresse un peu moins à la critique. Alors, ce que je veux dire, c'est que
pour ma part, je trouve que c'est un des critiques les plus intéressants parce qu'il est, comment dire, presque paradoxal. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'aller contre les courants, de dire le contraire de ce que Vox Populi dit sur la littérature. Par exemple, j'ai noté, et ça sera signifiant, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça vous dira un petit peu comment l'audace, la façon, la franchise avec laquelle Lev Danielkin écrit. Il dit Nabokov, pourquoi cette gloire terrible Nabokov? Je trouve que Tchernychevsky, dont on dit pique mal en disant que c'est tout sauf un écrivain, lui, il s'intéresse à Tchernychevsky, par exemple. Bon, alors si vous voulez, cette audace, cette façon de prendre les choses telles qu'il les ressent, je trouve qu'elle est à saluer. La critique est souvent plutôt... on ne dit que du bien des gens dont on parle, on parle que des gens dont on parle bien peut-être. Lui, il a l'audace d'avoir des opinions très personnelles, de les afficher, de les écrire, et on va lui demander tout de suite où il en est de son travail critique. Alors, ce qui nous intéresse, parce qu'il a écrit sur tous ces écrivains-là, il les connaît bien, et aussi parce qu'il fait partie du jury du prix lycée. C'est un nouveau prix qui remplace le prix lycée. Bon, alors, je vais dire en introduction, pour ceux qui ne savent pas, que, si vous voyez, à partir des années 90, en Russie, on s'est dit, mais plus personne n'écrit. On lisait beaucoup, puisqu'il y avait, après la perestroïka, il y avait possibilité de lire des tas de choses qu'on ne lisait pas avant, d'éditer des tas de choses qui étaient interdites. Donc on lisait énormément, mais on écrivait de moins en moins. Alors, il y a eu une espèce d'inquiétude, vous savez, il y avait un adage qui disait il est plus intéressant dans les années 80, 70, 80, il est plus intéressant de lire que de vivre. Et cette idée de la Russie étant le grand pays de la lecture, ça plaisait à tout le monde, y compris à ceux qui ne lisaient pas. C'était une des gloires de la Russie. Nous avons le plus de lecteurs chez nous, on lit. Et dans les années 90, tout à coup, on s'est dit, mon Dieu, mais on n'écrit plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a été vraiment le début des prix littéraires. Le premier a été le prix Triomphe, et ce que je veux dire, c'est que se sont mis à soutenir la littérature des tas de gens qui n'avaient rien à voir avec la littérature ou pas grand-chose. Le premier prix Triomphe a été financé par le premier des oligarques, qui était Berezovsky. C'est lui qui a donné l'argent du Triomphe, et le prix Triomphe a existé, il l'a financé année après année jusqu'à 2010, où il s'est suicidé. Évidemment, le prix a cessé d'exister aussi. Bon, alors ça a été le premier, mais il y a eu d'autres prix, beaucoup d'autres prix, je ne vais pas les énumérer, parce qu'on y passera la journée. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'est dit, les premiers prix, le prix Triomphe en particulier, c'était pour soutenir les écrivains des écrivains déjà confirmés, qui jusque-là vivaient de leur littérature, et tout à coup, la censure du marché, si je peux dire, a été plus féroce encore que la censure soviétique, et se sont retrouvés, beaucoup disaient, on est devenus des SDF, enfin j'en connais qui se mettaient aux stations de bus pour ramasser des mégots, parce qu'il n'y avait pas de quoi s'acheter un paquet de cigarettes. Enfin c'était vraiment, ça allait très mal pour les écrivains en 91, 92. Et c'est là que le prix Triomphe a été créé pour soutenir ces écrivains-là. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais et les jeunes, ils écrivent pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors a été créé le prix Début, qui, je crois que c'est 2004, le prix Début, à partir de 2004. Bon, alors, la création, je pense que c'est intéressant de raconter la façon dont les choses se sont passées. On a simplement fait savoir, d'habitude les prix littéraires c'était les éditions, les maisons d'édition, les revues, les directeurs de revues qui adressaient un texte à un jury d'un prix. Et là, simplement, on a fait savoir un peu largement dans le pays qu'un prix était créé pour les moins de 25 ans, afin d'inciter les gens à écrire. Et tout de suite, d'une manière totalement spontanée, on a vu arriver près de 20 000 manuscrits. Ce qui veut dire que dans les coins de la Russie, continuait à avoir comme mode d'expression privilégié la littérature. Et alors autour du prix Début, c'est constitué, ce prix Début a soutenu, a aidé à la promotion d'un certain nombre d'écrivains. Je vous ai parlé tout à l'heure de la façon dont Igor Savelyev a été, comment dire, on l'a connu grâce au prix Début, qui a fait connaître son premier roman.
Bon, il y en a sans doute d'autres, on va demander à nos auteurs qui a bénéficié des différents. Et alors, dans les 3-4 dernières années, les finances, enfin, je ne sais pas économiquement comment va la Russie, tout ce que je sais, c'est que ceux qui financent les prix, bon, il y a vraiment un problème. On voit disparaître les prix les uns après les autres parce qu'ils ne sont plus financés. Et le prix début a disparu en 2016. Mais il était tellement important que dès 2017 a été créé un autre prix dont nous parlera Lieutenant, qui est le prix lycée, faisant allusion à Pouchkine, qui était bon, et qui reprend. Alors cette fois-ci, ce n'est pas pour les écrivains, enfin pour les jeunes de moins de 25 ans, on a poussé la barre plus haut, c'est moins de 35 ans. Et donc voilà, ce jury se tient et continue à promouvoir la littérature. Bon, je pense que j'ai assez parlé, il est peut-être plus intéressant de faire parler les auteurs. Alors, je voudrais d'abord demander, parce que c'est intéressant, à Igor Savelyev, comment il est passé de Oufa à Moscou. Et je vais, juste en petite introduction, je vais dire que je pense qu'il ne comprend pas ce que je dis, mais c'est dommage, parce qu'il est... Il a un attachement assez poussé pour Woźniacki, puisqu'il va nous écrire quelque chose sur Woźniacki, et il est arrivé à Woźniacki quelque chose qui ressemble à ce qui lui est arrivé à lui. Alors Woźniacki avait eu en 1978 le prix d'État, ce qui était, bon, il avait été honoré au maximum. Et l'année d'après est parue la publication hors censure de Métropole. Donc vous avez sans doute entendu parler, les écrivains se sont réunis, on dit on en a marre de la censure, on va faire un petit recueil qui ne passera pas pour la censure. Il a été édité, je crois, à 12 exemplaires, 10 ou 12. Mais enfin bon, il y a ceux qui ont eu le courage d'aller dans cette revue et ceux qui n'ont pas eu le courage d'y aller. Et Woźniacki a donné un texte pour cette revue et il a également organisé chez lui des réunions, enfin, les gens qui ont fait la revue Métropole se sont réunis chez lui. Et à l'Union des écrivains, quand Métropole est paru, il y a eu une colère folle des dirigeants de l'Union des écrivains. Comment on lui a donné le prix, et le voilà qui publie Métropole, le voilà qui est dans Métropole en auto. C'est un scandale. Et voilà. Bon, alors... Сейчас совет, пожалуйста, переведите для того, чтобы Игорь мог тоже дали. Я хотела вам тогда задать вопрос такой. Как вы переехали, что было, как получилось, что вы переехали в Москву из Уфы? Как вы получилось, что вы переехали из Уфы в Москву? Вы очень любите Вознесенский, который в 1978 году получил государственную премию и через год опубликовала без цензуры «Метрополь». И потом получилось так, что возникла для писателей такая Нет, кто-нибудь понял. Но не понял Савельев. Я понял. Я все понял. Кто-нибудь, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français? Il n'y en a pas, donc... Дорогие друзья, здравствуйте. Да, спасибо большое. Мне очень приятно здесь находиться. Мне очень приятно находиться в этом фестивале. И здесь то, что этот вечер ведет Ирен Сокологорский, замечательный человек, вместе со своим мужем Клодом Фриу. Они перевели мою книгу «Бледный город», уже почти 10 лет назад первое издание перевода вышло. И для меня это очень важная связь, потому что Ирен и Клод — это люди, которые очень много занимались Серебряным веком, очень много занимались советской литературой 60-х годов, и таким образом я чувствую какую-то преемственность, мне это очень приятно, спасибо. Что касается... Да. Merci, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. En effet, Irène a un grand attachement pour la littérature, littérature de argent,
et aussi a traduit de nombreux ouvrages de la littérature des années 70. Спасибо. Я действительно был вынужден уехать из Уфы несколько месяцев назад, потому что у меня случился конфликт с местными властями. Я не буду рассказывать конкретику, я скажу в целом, что, конечно, то недовольство, которое в обществе есть, оно растет и проявляется в том, что возникают такие конфликты, поэтому я посчитал нужным уехать в Москву. En effet, j'ai déménagé d'Oufa parce qu'il y a eu un conflit avec le pouvoir, mais je ne vais pas raconter les détails précisément. Mais c'est parce qu'il y a eu un conflit croissant qui a fait que j'ai dû déménager à Moscou. Этому посвящена и моя проза последних лет. Я действительно написал повесть «Ложь Гамлета», которая была связана с делом Кирилла Серебренникова, с театральным делом. И мой новый роман, вот это его сигнальный экземпляр, «Как тебе такой Iron Mask», я не буду переводить, наверное, на французский проще перевести просто названием «Железная маска». Это роман, где воображаемая ситуация, где в России происходит государственный переворот. En effet, j'ai écrit un roman il y a quelques temps. En français, ce serait plus simple de traduire de cette manière le masque d'argent, de fer, pardon, et dans lequel il y a l'action parle du fait que il y a eu un retournement de situation avec l'État. Ну и в целом, мне кажется, что наше поколение, поколение молодых писателей, оно становится все более нетерпимым к той социальной несправедливости, которая сложилась в России. И для нас, для всех, становится все более актуален лозунг французской студенческой революции «Будьте реалистами, требуйте невозможного». En effet, donc notre génération d'écrivains tend de plus en plus à parler d'actualité et à être de plus en plus proche avec le réalisme actuel et se rapproche, étant aussi à se rapprocher à des manières de révolution comme la Révolution française. Oui, exiger l'impossible, c'est le slogan qui leur paraît essentiel, exiger l'impossible. Bon, je crois que vous venez d'aborder... Vous venez d'aborder une question tout à fait intéressante qui est celle de savoir la position de l'écrivain par rapport au pouvoir, par rapport à la société dans laquelle il vit. Pensez donc, on voit que vous considérez qu'il y a une espèce de devoir de l'écrivain, d'intervention, vous l'avez écrit d'ailleurs, que pour vous c'est un devoir d'intervenir dans la société dans laquelle vous vivez. Alors je voulais demander aux autres écrivains ce qu'ils en pensent, en particulier à Andrei Antipin, qu'est-ce qu'ils pensent de ce problème? Конфликт между государством и писателем, и какое место в этом, и какой должен быть писатель. Вот я вам помогаю чуть-чуть, да? Всем здравствуйте. Мне, наверное, еще более приятно побывать в Париже, потому что вот этот контраст просто между Россией и Францией, между Сибирью и Францией особенно ощутим. Я думаю, вы это поймете хотя бы по, так сказать, по температурному режиму. Когда я уезжал из Сибири, у нас было минус 44. Прилетел во Францию, здесь плюс 8, зеленая травка. И, в общем, меня хорошо встретили, это еще более, так сказать, градус возвысило. Поэтому и разница во времени у нас 7 часов. Вот, я пребываю в таком состоянии взбудораженном, поэтому если я буду немножко волноваться, вы меня простите. Я просто не услышала, что сначала Разница между Россией и Францией в температуре, во времени и здесь La différence en effet entre la Russie et la France dans le domaine notamment de la température. Quand j'ai déménagé de Russie, je faisais moins 44. Excusez-moi.
La différence entre la Russie et la France, notamment surtout dans le domaine de la température, en effet, quand j'ai déménagé de Russie, il faisait moins 44, et arrivé en France, Ah c'est... oui, oui, non, il ne s'est pas installé en France, rassurez-vous. André Antip est loin de vouloir s'installer à Paris, il veut retourner chez lui. Et quand je suis arrivée en France, il faisait +8 avec l'herbe verte et j'ai été très bien accueillie. La différence aussi se trouve dans le décalage horaire. En effet, il y a 7 heures de décalage. Entre la France et les heures où je suis arrivée. Да. Ну, вопрос, честно говоря, меня немножко озадачил, конфликт писателей и государства. И власти, да, и власти. Ну да, возможно. Дело в том, что в Сибири вообще всегда были люди такие более терпимые, наверное, в силу исторических обстоятельств. И я такого конфликта личного с властью не испытываю, вот, чтобы об этом можно было говорить на публику, а все, что есть. Хорошо, хорошо. En effet, ici on retrouve la question du pouvoir et aussi des écrivains. En Sibérie, les gens sont assez téméraires et donc je n'ai pas forcément rencontré de problèmes avec eux. Oui, pensez-vous qu'il fasse partie du devoir d'un écrivain d'intervenir dans la vie sociale et politique de son pays, d'une manière générale? Ну, ответственность писателя, безусловно, есть перед своим государством, перед своим народом. Но я не думаю, что это буквально выражается в конфликте с действующей властью, как бы мы к ней ни относились. Скорее, ответственность писателя в следовании каким-то традиционным ценностям, которые вне политики, в какое бы мы время ни жили. Это следование за некой национальной матрицей, которая образовала это государство, Россию, которую я здесь представляю. Вот это, мне кажется, следование, это самое главное. La responsabilité de l'écrivain devant son peuple reste très importante. En effet, donc, il est important de conserver les valeurs traditionnelles dans les écrits. После того, как вы сказали традиционные ценности. Да, я сказал, что главное следовать традиционным ценностям, вообще некой такой матрице, на которой держится все государство. В принципе, всегда, какая бы власть ни была на дворе. Donc, quel que soit le régime qu'il y a dans le pays, ce n'était pas la responsabilité des écrivains est toujours présente. Non, ce que veut dire André Antip, c'est que... Ce que veut dire André Antip, c'est qu'il y a des valeurs, disons, intellectuelles, morales, qui font partie de la base du peuple russe, de la base de la nation russe, et c'est ce que doit suivre l'écrivain, c'est ça qui doit guider son écriture, qui doit guider son attitude, et quel que soit le pouvoir, quoi qu'il se passe dans le pays, c'est ça qui compte, c'est les valeurs traditionnelles, et c'est pour ça que André Antip, par exemple, son grand écrivain, c'est quand même Rasputin. Hein, Bon, il va nous parler un petit peu de... Ну, это, конечно, не значит, что у нас такая идиллическая ситуация между писателем и властью, но я лично предпочитаю все эти проблемы
решать, как у нас говорят, в рабочем порядке, такое клише есть. И если, сейчас скажу такую провокационную вещь, лучше всего, если не способ не посредством слова, а конкретных дел. Можно продолжить или... Bon, ce que dit André Antipin, c'est que le rapport au pouvoir, le rapport au fort, bon, ça doit être réglé à titre personnel, non pas par des écrits, non pas par des positions d'écrivain, mais par des actions. Et la littérature, c'est autre chose. Просто в завершение разговора один пример. Когда был на Байкале упразднен целлюлозный комбинат мощнейший, наше государство решило эти мощности возместить за счет строительства еще более мощного целлюлозного комбината, но на берегу Лены, Сибирской реки, которая до сих пор не... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand après l'Union soviétique à Baïkal, on avait fermé une grande usine de production de papier, le gouvernement russe a décidé de remplacer cette usine par une nouvelle construction sur la rivière Lena. Да, и река Лена — это единственная великая река мира, которая течет в естественных исторических условиях. То есть нет там гидроэлектростанций, нет заводов на ее берегах. И мы, естественно, именно жители города Усть-Кутай, это север Иркутской области, просто восстали против строительства этого комбината. И уж я не знаю, насколько сильно было это противостояние, но мы победили. La rivière Lena, c'est une des rivières une des seules rivières qui continue son flux sans avoir d'usine hydroélectrique sur elle. Et du coup, tous les habitants de la ville qui se trouve Ouskout qui se trouve dans la région d'Irkoutsk, ils ont manifesté contre la construction de cette usine et du coup ils ont gagné. Du coup l'usine ne va pas être construite sur cette rivière. Просто и русский писатель, так сложилось, это прежде всего не диалектик, а практик. И если его поступки не расходятся с словами, вот, наверное, это наивысшее признание его творческой самостоятельности и состоятельности. Спасибо. Et c'est quelque chose d'historique. Un écrivain russe n'est pas un dialectique, mais un pratique. Et c'est comme ça qu'il s'assume dans l'histoire de la littérature russe. Если его слова не против его действий. Si ses paroles ne contredisent pas ses actes. Bon, on peut demander à Buratrana ce qu'il pense de ce problème. Est-ce que votre littérature... Потому что ко всем будет этот вопрос обращен. On va poser cette question à chacun des écrivains qui sont présents ici. Здравствуйте. Когда говорят об ответственности художника, мне вспоминается статья французского мыслителя Жака Маритена, которая так и называется «Ответственность художника». Quand on parle de la responsabilité de l'artiste, je me souviens directement de philosophe français Jacques Maritain et son article qui justement s'appelle comme ça, la responsabilité de l'artiste. Да, в ней Жак Маритен говорит о том, что литератор должен постигнуть логику зла, понять, как оно работает, как оно сконструировано, но при этом не переходить на его сторону. Dans cet article, il dit que un écrivain doit comprendre la logique du mal sans pour autant prendre sa partie. Для себя я решаю вопрос противостояния литературы и власти или сотрудничества литературы и власти следующим образом. Философ Ален Бадью говорит, что политика – это не наше условное представление о политическом, а введение новых переменных в знакомые условия. Moi, je m'imagine la relation entre les écrivains et le pouvoir, ou les contraintes entre le pouvoir et les écrivains de cette manière. Le philosophe Alain Badiou он говорит, что политика это не политика не равна политическому. Dit que la politique n'est pas égale
aux politiques. Ouais. Вот. И подлинная политика заключается в том, не чтобы говорить одни и те же фразы, которые всем надоели, а в введении новых переменных, попытки выйти за рамки заданных условий. Et il dit que la politique n'est pas égale aux phrases que vous dites, mais plutôt à un essai d'introduire des nouveaux angles, on peut dire comme ça, je pense, des nouveaux angles. Да, и de trouver une nouvelle approche. В результате мы понимаем, что теоретическое действие, переосмысление условий, это действие в то же время практическое. Нет противоречия между теорией и практикой. Comme ça, on comprend. Comme ça, on comprend que une action politique извините, пожалуйста, не могли бы мне просто сказать, политическое действие Нет противоречия между теорией и практикой. Voilà, que dans l'action politique, il ne doit pas avoir de contradiction entre l'action et la théorie. Да, и в результате я могу вспомнить великий пример Октябрьской социалистической революции, которая во многом состоялась потому, что ее организаторы, ее вдохновители, ее деятели были в первую очередь знаменитыми выдающимися философами. Et par exemple, je vous rappelle l'exemple de la grande révolution d'octobre de 1917, dans laquelle qu'elle a eu lieu beaucoup à cause des zéros principaux qui y ont participé, qui étaient aussi des personnes importantes dans la société. Des philosophes. Merci. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas vraiment opposer l'écriture à l'action, parce que tout de même, un mot écrit est aussi une action. Une œuvre littéraire est une action. Et quand, je sais pas, quand on écrit, par exemple, Wolfgang, eh bien, on agit, enfin, on fait bouger les lignes. Alors, je voudrais demander à Alia Planel ce qu'il pense, lui, de cette situation, ce qu'il pense dans ce qu'il a pu voir dans la littérature, dans tout ce qu'il a lu et dans tout ce qu'il a écrit sur ses contemporains, et puis son avis personnel sur ce sujet. Действительно, я не могу сказать, что действие является, что литература не может быть действием. Литература сама по себе, факт того, что мы пишем что-то, это уже действие, и поэтому политическое. И сейчас Лев Данилкин скажет, что он думает на этот счет. В том, что в начале 90-х предполагалось, что литература такой же род досуга, как компьютерные игры, в общем, как одна из сфер индустрии развлечений. Je trouve que la littérature est aussi fait partie Предполагалось. On pense que la littérature fait partie de tout le domaine de divertissement, comme les jeux vidéo et ce genre de choses. И государство не вмешивалось, на самом деле, один из видов этой индустрии развлечений. Предполагалось, что рынок сам все расставит по местам, и мы получим ту иерархию писателей, которая возникнет естественным образом. Et c'est pour ça que le gouvernement n'était pas très impliqué dans ce domaine, en pensant que la main de marché va tout mettre en place. Однако уже в нулевых и тем более в 10-х годах государство стало осознавать, что литература это не только набор буквок, которые подчиняются каким-то внутренним законам, ритмике или еще что-то, но и социальная практика, и что литература это по сути общественная институция, которая наделяет, которая делает власть легитимной. Mais déjà dans les années 2000-2010, le gouvernement russe a commencé à se rendre compte que la littérature n'est pas seulement la littérature dans le sens de rythmique de la chose, mais aussi un lieu de l'expression et de formulation des esprits.
de pratiques sociales, voilà. И государство стало присматриваться к литературе, и вот сейчас мы замечаем, это, как этот процесс все больше и больше как бы усиливается. Да? Et maintenant, le gouvernement russe commence à s'intéresser de plus en plus à la littérature et on commence à ressentir vraiment la pression. По сути, происходит, это тот же процесс, который происходит со всеми остальными сферами, не знаю, бизнеса, да, происходит огосударствление литературы. C'est la même chose qui se passe avec toutes les autres sphères de la vie sociale russe, comme le business, enfin toutes les sphères de la vie sociale. Если раньше в России было там разнообразие премий, разнообразие издательств, разнообразие возможностей для писателя, то сейчас на самом деле у вас гораздо меньше возможностей. Si avant ça, en Russie, on avait une grande diversité de primes, de maisons d'édition, de possibilités de développement, maintenant on sent que ça se rétrécit. Государство постепенно там разорило, уничтожило какие-то частные окололитературные институции, да, и подгребло под себя все, что могло, и в этой сфере тоже. Le gouvernement a dépouillé et a conquis un peu tous les territoires de l'expression autour de la littérature. Одним из следствий этого стала монополизация успеха. Да? Если вы можете, безусловно, написать там любую книгу, но чтобы она была успешной, чтобы она в обществе произвела какой-то эффект, хорошо бы вам издать ее не где-нибудь, а в каком-то конкретном издательстве. Да? И чем дальше, тем больше это похоже на абсолютную монополию. Bien sûr que vous pouvez éditer n'importe quel livre, c'est tout à fait possible, mais pour qu'elle ait de l'influence, pour qu'elle devienne populaire, vous êtes et pour qu'elle reçoive des bonnes primes, il faut que ça soit des excusez-moi, c'est vrai, la prime, c'est pas tout à fait ça. Pour recevoir des prix, il est important d'être édité dans des maisons d'édition bien précises et on sent quand même que ce milieu se monopolise de plus en plus. Единственное, что пока у этого есть одна хорошая сторона, пока что государство воспринимает литературу как такую сферу, где вы можете либеральничать. La bonne chose, c'est quand même que pour l'instant, le gouvernement continue à ne pas prendre très au sérieux la littérature et il y a quand même un espace assez libéral. Хорошим примером в этом смысле является премия «Лицей». Вот в прошлом году председатель жюри которой мне довелось быть. Un bon exemple de ce libéralisme, c'est le prix lycée. La dernière année, M. Danilkin était dans le jury de ce prix. Это по сути государственная премия, но при этом три книжки, которые получили главные премии, они посвящены войне на Донбассе, значит, случаю с режиссером Серебренниковым и сатире на российскую коррупционную бюрократию. Ну, очень. Techniquement, c'est un prix public du gouvernement russe, mais les trois livres qui ont reçu la reconnaissance, c'était un livre qui était consacré à la guerre en Ukraine, l'autre qui était consacré au cas de l'emprisonnement du réalisateur Serebrennikov, et la troisième était une satire sur la vie actuelle en Russie. Juste, je vous coupe la parole une seconde pour dire voilà les deux primés que vous savez et pour la trame. Извините, я вас перебила, продолжайте, пожалуйста. Я просто сказала, что вот... Он немножко добавил. Pardon, je suis désolée, j'ai pas traduit. C'est les deux personnes qui sont présentes à gauche et à droite, ce sont les deux personnes qui ont eu des prix à cette prime de lycée.
Заканчивая, дальше, видимо, вот это вот давление государства на литературу, которое оно не замечало на протяжении 2 десятилетий, видимо, будет нарастать, и особенно на тот сектор, который связан с молодыми писателями. Pour conclure, je veux dire que cette pression sur la littérature qui s'est développée dans les dernières 2 décennies probablement peut augmenter et surtout je suppose que cette augmentation va concerner des écrivains jeunes. И, наверное, там мы увидим какое-то бесконечное количество новых премий для школьников, для подростков. Дело в том, что выяснилось, что наиболее протестная часть общества оказалась странным образом школьники и там, студенты первых курсов. Et je pense que il y aura de plus en plus de prix publics qui seront destinés aux écoliers et aux étudiants des universités des premières années de licence, parce que le gouvernement se rend compte que la plupart des gens qui participent dans des manifestations qui sont dans des mouvements d'opposition sont des gens qui sont très jeunes. И раз так, вы должны осторожно, аккуратно направлять их письмо, их способ высказывания. И в этом смысле литературные премии и контроль над издательствами являются хорошим инструментом и механизмом для государства. Et comme c'est le cas, il faut que le gouvernement puisse diriger un peu les flux de pensée des jeunes. Et les prix, c'est un bon moyen de lancer ces mécanismes, de contrôler doucement, de contrôler d'une manière assez douce ces mécanismes de formement d'opinion publique. Merci. Merci. Est-ce que vous pourriez, monsieur, je me tourne vers monsieur Nanouk et je lui demande, est-ce que vous pourriez nous dire comment, par qui est fondé et présidé ce prix? Il y a quelqu'un du gouvernement, enfin ex-gouvernement russe qui est là important et j'aimerais bien qu'il nous le dise. Не могли бы вы нам сказать, как формируется жюри на этот приз? Кто основал? На лицей? Я думаю, что я оказался председателем жюри премии лицей, потому что за год до этого я получил главную премию большой книги. И, наверное, вот я полагаю, что поэтому я стал председателем жюри как бы в премии для следующего поколения молодежной. Je suppose que j'ai pu être dans ce jury consacré de ce prix qui est consacré au jeune public parce que l'année d'avant j'avais reçu un prix sur de l'événement Grand Livre, Большая книга. Но главное, вот это вот как бы российская, ну по сути государственная премия «Большая книга», там по-другому формируется как бы общий балл, да, существует много, там около 100 человек, которые... Больше 100 человек, которые ставят баллы прочитанным текстом. В этом смысле механизм назначения лауреата более прозрачный. Хотя я, наверное, заинтересованный лицо. Хотя, наверное, я в этом смысле заинтересованный лицо. Il dit que ce prix, le grand livre, est formulé d'une manière un peu plus transparente. Il y a quand même plus de 100 personnes qui mettent des notations à des livres lus. Du coup, si je peux me permettre, c'est un peu plus démocratique. Mais il dit qu'en même temps, je suis une personne intéressée, donc c'est peut-être que pour ça que j'ai ce point de vue. В целом есть два как бы, вот, типа там, жюри. Одно вот было как в, условно говоря, русском покере, да, это такие литературные жрецы, которые там сами были кем-то отобраны, да, и высказывают свое мнение, ни перед кем не отчитываясь. Il y a deux types de jurys. Il y a le type de jury comme dans le prix Rусский Booker, le Booker russe, où on choisit vraiment des personnes connues, des personnes, il a utilisé le mot des prêtres de la littérature contemporaine. И есть премия «Национальный бестселлер», которая была придумана критиком Виктором Топоровым, которая абсолютно прозрачна.
Et il y a un autre prix qui s'appelle le Best-Seller National, qui a été fondé par un critique qui s'appelle Victor Toporov, et qui, à mon avis, est complètement transparente. Все знают, кто поставил сколько баллов и как высчитывается победитель. И назначение победителя происходит в прямом эфире. On connaît quelle personne a mis combien de points à chaque livre et les comptes, on compte les points en live. Большая книга заимствовала от этого многое, лицей ничего. Le prix Grand Livre a beaucoup emprunté de cette méthode et le prix lycée absolument rien. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire, ce prix lycée, à ma connaissance, il est financé par une entreprise, ou je ne sais pas, un holding de Corée du Sud, non? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi? Il n'y a pas le rôle d'un certain monsieur Stepachin là-dedans. Не могли бы вы мне что-то рассказать о роли товарища Степашина и роли Северной Кореи в организации премии лицей? Я думаю, роль Северной Кореи стремится к нулю. Южный, простите, пожалуйста. Да, действительно, существует некий спонсор этой премии. Почему-то странным образом существует очень тесное отношение южнокорейского бизнеса и русской литературы. Не спрашивайте почему. Pour une raison incompréhensible, il y a un lien très fort entre le business de la Corée du Sud et la littérature russe. Так фирма Samsung спонсирует самую крупную российскую литературную премию «Ясная поляна». Это там миллиарды долларов. Par exemple, la compagnie Samsung est le sponsor principal de prix Ясная Поляна, et on parle des milliards de dollars. Возможно, у меня нет, я не видел никаких бухгалтерских документов, которые объясняли бы это странное, удивительное влечение граждан Южной Кореи к русской литературе. Но, возможно, там, Samsung сначала сотрудничал с Ясной Поляной, а затем появилась какая-то, как Coca-Cola и Pepsi-Cola, которая тоже захотела иметь какой-то свой пакет акций в русской литературе. И так вот возникла эта Lotte Plaza, это тоже какая-то колоссальная южнокорейская корпорация. Может быть, все дело было вот так. Peut-être, je ne comprends pas tout à fait comment ça s'est passé. J'ai jamais mis la main sur les documents de comptabilité du prix pour se rendre compte de cette attirance irrésistible de prix de littérature russe. Mais c'est peut-être, je suppose que d'abord il y avait Samsung justement qui avait investi de l'argent et après il a dû avoir d'autres compagnies de Corée du Sud qui comme Coca-Cola et Pepsi ont voulu avoir un peu de concurrence sur ce marché-là. Фирма Samsung, например, разрабатывает какие-то чуть не приложения, которые позволяют вам там читать «Войну и мир», там, регистрироваться в тех местах, и это как-то связано с какой-то встроенной рекламой Samsung. Возможно, то же самое, когда это произойдет с премией лицей. Да, мы будем читать там Игоря Савельева и Булата Ханова с какими-то, с возможностью одновременно совершить покупки. Parce que Samsung, il développe aussi des applications qui permettent par exemple de lire La guerre et la paix en faisant des check-in dans différents endroits et il se demande si ça ne va pas être le futur du prix lycée avec les écrivains comme Savelyev et Hanov. Voilà. Et ça c'est aussi un très bon sujet pour un roman satirique. Bon, voilà des informations bien intéressantes, n'est-ce pas? Bon, je voudrais demander, mais bon, est-ce que nos trois autres intervenants ont quelque chose à ajouter ou à demander à ce qui vient d'être amplement développé d'une manière passionnante par Владимир Данилкин? Если вы хотели бы что-то добавить к тому, что сказал Данилкин, пожалуйста, вам предлагаю. Нет. Я только могу добавить, если уж речь о премиях зашла, в основном московские фигурируют, но я не упущу возможности, обязательно скажу, что есть такая замечательная премия, которая в том числе
Есть там номинация для молодых авторов, она называется «Премия имени Ивана Гончарова». La seule chose que j'aimerais bien ajouter, en sachant qu'on a commencé le thème des prix littéraires et que pour l'instant on a parlé surtout des prix qui se déroulent à Moscou, il y a aussi un prix particulièrement que je chéris particulièrement qui est destiné y compris au public jeune, qui s'appelle le prix d'Ivan Goncharov. Прозрачность премии тоже такая категория, мне кажется, не совсем прозрачная на самом деле, но вот по поводу Гончаровской премии я могу совершенно точно сказать, я ее получал в 2015 году, там значит, в жюри входят в том числе студенты Ульяновского госуниверситета, факультета филологии. То есть они, конечно, не играют там какую-то главную роль, но к их мнению прислушиваются. И когда мне это сказали, что они там выделили в том числе тебя, мне было это и приятно, и это какое, новость полезного какого-то свойства. Je ne pense pas que la transparence des prix de littérature est un thème vraiment très transparent, mais dans le prix Goncharov que moi j'ai eu en 2015, ont participé par exemple des étudiants de l'université de Ulyanovsk, et pour moi c'était très important et ça m'a beaucoup fait plaisir de savoir que eux aussi ils ont apprécié mon livre. Même en sachant qu'ils n'ont pas joué un rôle principal dans la distribution des prix. Bon, alors on va laisser le sujet des prix, je crois qu'on sait déjà beaucoup de choses. Enfin, quand on lit, bon, vous lirez un petit peu ce qui est édité, et vous lirez, j'espère, ce qu'il y a dans notre revue. On est un petit peu frappé par la noirceur du tableau qui est dépeint. Les personnages sont... Enfin, bon, il y a d'abord, bien sûr, l'ivrognerie incessante, la brutalité, l'angoisse, la tristesse, enfin bon, c'est un tableau assez angoissant de la réalité qui est dépeint. Alors, je voudrais demander si c'est un parti pris de pessimisme ou si c'est vraiment pour essayer de rendre totalement ce qui s'observe dans la société actuelle. Est-ce que quelqu'un... Я бы хотела, чтобы мы давайте оставим сюжет премий и поговорим немного о общей атмосфере, которая... Вы хотите, может, сказать? Вопрос касается пессимизма. Вы считаете, в их произведениях достаточно много пессимизма, грусти. Это тенденции или это просто совпадение? Вообще, вы все. Пожалуйста. По крайней мере, новые традиционалисты картина довольно жуткая. Пьянство, насилие. А то у нас никогда этого не было. А сейчас вдруг появилось. Какое ваше отношение к современности, к современной жизни? Как вы пессимистически относитесь? Вы нарочно нагнетаете пессимизм в книжках или наоборот просто изображаете то, что вы Сами условия существования таковы, что любой оптимизм кажется фальшивым, если особенно он находится в сильных местах, в концовке текста. Я рискнул и в своем романе «Непостоянные величины» создал некую надежду, которая, может быть, логически не совсем вытекала из сюжета, и критики мне на это попеняли. Je trouve que les conditions de vie actuelles sont telles que l'optimisme en général, surtout l'optimisme final d'un livre, est considéré comme quelque chose de faux, de pas sincère. Et dans mon livre, как он переведено на французский, «Непостоянные величины», c'est un terme mathématique. Les hauteurs inaccessibles. Les variables instables, les variables instables, on va dire. Voilà, un terme mathématique, on va dire. Dans ce livre, j'ai donné un petit espoir à la fin, et déjà ça a été reproché par les critiques à moi. Но в то же время я с осторожностью надеюсь, что вмешательство крупного бизнеса и
государства в частную жизнь уменьшится в обозримом будущем. Mais moi je suis optimiste, j'espère que l'intervention de grands business et l'intervention de notre gouvernement dans la vie de la littérature va diminuer. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la situation à Kazan, puisque bon, vous habitez Kazan, vous y êtes très connu. Et comment ça se passe de ce point de vue-là à Kazan? Не могли бы вы нам рассказать о том, как все происходит в Казани, так как вы там живете, вы достаточно известный человек в этом городе? В Казани в литературной? Литературная жизнь в Казани. Dans la vie littéraire de Казань. Казань, несмотря на свой статус во многом самопровозглашенной третьей столицы России, имеет некую зависть к столице, и в литературном мире это ощущается очень сильно. Kazagne, malgré son statut un peu autoproclamé de troisième capitale de la Russie, est très envieuse envers Moscou. Et on le sent beaucoup dans le milieu littéraire. Многие авторы, молодые и постарше, считают, что литературные публикации – это дело личного знакомства, дело каких-то тайных сил, и считают, что москвичи в литературе – это снобы и некомпетентные люди, а вот они знают подлинную жизнь. Но при этом, соответственно, такая вот добровольная изоляция не приводит к хорошим результатам. Beaucoup de littéraires qui habitent Kazagne, qu'ils soient jeunes ou un peu plus âgés, trouvent que la réussite dans le monde littéraire dépend de connaissances ou de quelque chose de mystérieux. Et du coup, ils considèrent les moscovites comme des snobs qui ne sont pas compétents dans ce qu'ils font, et que c'est que les gens de la littérature de Kazagne qui s'y connaissent dans la littérature en général. Mais ils trouvent que cette isolation n'est pas prolifique pour quoi que ce soit. По поводу ситуации в Сибири, литературной, я, может быть, по поводу первого вопроса мрачности. Пожалуйста. На первый вопрос отвечу по поводу того, что мы мрачные такие. Я сразу вспомнил Ивана Бунина, чью могилу намереваюсь обязательно посетить здесь, на кладбище, когда он написал свою знаменитую повесть «Деревня». Но каких только обвинений в его адрес не прозвучало, и основное обвинение, пожалуй, основное, было в том, что он намеренно сгустил краски. И Бунин всегда, может, с какой-то обидой, возмущением говорил, что он не только не сгустил эти краски, но посмотрите на нашу действительность, она еще страшнее. Je vais répondre à la question concernant le côté très sombre de la littérature russe actuelle. Ça me fait tout de suite penser à Ivan Bounin, la tombe duquel je compte visiter pendant ce voyage, et son roman La Campagne, pour lequel les critiques lui ont reproché le fait de parler en couleur vraiment très sombre de la réalité, à quoi il répondait qu'il ne comprend pas de quoi on parle, en sachant qu'il considère que plutôt il embellissait la réalité qu'il la rendait plus sombre. Ну, тогда просто добавлю по поводу уж нашего поколения. Коротко, мы, как принято говорить, дети, писатели, которые пришли на, собственно, развалы уже государства, и вот этот распад государства, он, наверное, может быть даже на каком-то таком уровне не считываемом нами впитался, и, возможно, это каким-то образом психологически повлияло на нас, и вот именно уклон такой сделало, ну не скажу в сторону мрачности, а в сторону какого-то отсутствия каких-то радужных перспектив. Et si on parle de ma génération, je pense qu'on est quand même des enfants des enfants des écrivains qui ont vécu la chute de l'URSS et de décomposition d'un
d'un pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est maintenant ancré en nous. Et que c'est pas qu'on est sombre, c'est juste qu'on est incapable de voir le côté positif des choses, le côté vraiment coloré. C'est tout? Я скажу буквально несколько слов. Мне самому кажется, что я пишу очень веселые, жизнерадостные вещи и всегда очень недоумеваю, когда мне потом говорят: боже, какой ужас. Je vais dire pour moi, j'ai toujours trouvé que moi j'écris des choses très joyeux, très gaies, et je suis toujours étonnée quand après on dit que c'est quelque chose de déprimant. Est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de la situation de la littérature autour de vous, Irkoutsk, en Sibérie? Comment vous êtes lu, comment vous êtes perçu? Est-ce qu'on vous dit beaucoup? Je sais qu'on vous a proposé de rééditer je ne sais quel texte et vous avez dit à quoi ça sert, personne ne le lit. Est-ce que c'est... Не могли бы вы рассказать нам что-то о ситуации, которая организовалась вокруг вас в Иркутске, как к вам относятся в литературном мире? Вы говорили о том, что она спрашивала вас, не хотели бы вы переиздать один из ваших текстов, и вы сказали, что, наверное, это ни к чему не приведет, никто не читает. Это когда я сказал? Не знаю, я читала. Вот, est-ce que j'ai dit ça? Литературная ситуация в Иркутске. Но на самом деле, тут ничего нового не скажу. Ситуация, в принципе, везде одинаковая. Провинция, она провинциальная, где бы это ни было, я думаю, в Казани или в Иркутске, в столице тоже, соответственно, она одна. Это противостояние чисто формальное, наверное, между столицей и провинцией, оно одинаково ощущается и в Казани, и в Иркутске, я так думаю. Да, пожалуйста. Je vais rien dire de nouveau. Je pense qu'à Irkoutsk, comme à Kazan, comme à n'importe quelle autre ville de province, il y a toujours cette opposition avec Moscou et ça se ressent de la même manière dans toutes ces villes. Если конкретно об отношении ко мне со стороны иркутян, то опять-таки литературное сообщество, оно не надо его идеализировать, как говорил Осип Мандельштам, в поэзии всегда война, мир наступает в эпоху общественного идиотизма. То есть там и по-разному... Пожалуйста. Un petit instant, je suis désolée. Si on parle de ma position, dans ma position dans la société littéraire de Irkoutsk, c'est assez stable, comme disait aussi Mandelstam. En poésie, on est toujours en guerre. La poésie est toujours en guerre, sauf les moments de. Oh, pardon. Поэты, не поэзия в войне, а поэты в войне. Oui, enfin, ok. Les poètes sont toujours en guerre, sauf au moment de l'idiotisme dans la société totale. Voilà. Ну, поэтому есть, наверное, какая-то неприязнь у отдельных людей, но я бы не стал это выделять особенно. Я бы, наоборот, сказал о тех лучших чертах провинции, конкретно Сибири, а именно доброжелательности писателей старшего поколения, отдельных, по крайней мере. Я эту доброжелательность всегда испытываю на себе. Donc bien sûr, il y a des moments quand même de petite mécompréhension et de malveillance entre les écrivains, mais j'aimerais bien quand même souligner les bonnes intentions de la génération plus âgée des écrivains envers les jeunes. La bienveillance. La bienveillance, merci. Просто в завершение скажу, что здесь может быть самое печальное для нашего поколения, я думаю, не в том, кто где живет, а в том, что у нас, как бы так сказать, распалась вот эта связь между старшим поколением и младшим, в том смысле, что утратилась такая важнейшая категория, как учительство, наставничество в литературе. У нас нет наставников, и мы, соответственно, ничьи ученики. Je pense que la chose qui est la plus triste, c'est que l'institution d'atelier de maître et étudiant entre les écrivains plus âgés et les écrivains plus jeunes, malheureusement, est en décomposition et n'existe plus, alors qu'avant c'était très présent.
Et ils sont l'élève de personne. Nous sommes les élèves des personnes. Может быть, у кого-то по-другому, чье-то мнение иное на этот счет, ну, я так считаю. Во всяком случае, помня о том, как, допустим, тот же Валентин Распутин или Виктор Астафьев относились к младшему поколению, сколько сил они положили, вот просто участие товарищеского. Я могу сказать, что, к сожалению, в нашем поколении, наверное, не на кого сослаться, такого писателя, такого уровня, который бы принимал вот, действительно такое участие в нашей жизни. Спасибо. Peut-être que y a des gens qui ont eu d'autres expériences dans leur vie, mais malheureusement, comme on ne voit plus cette implication des maîtres dans la vie des jeunes écrivains, comme c'était le cas de Valentin Rasputin et Victor Ostafiev par exemple, malheureusement, je ressens qu'il n'y a personne sur qui on peut compter de la même manière. Merci. Ouais, c'est une idée tout à fait intéressante. Moi, je voulais poser justement encore comme question quel est pour chacun d'entre eux peut-être le maître à écrire. Je vois que le maître à écrire même passé, dans un passé reculé, mais peut-être que là, comme il nous reste 10 minutes, est-ce que vous avez des questions à poser? Sinon, je pose celle-là. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent poser une question à nos jeunes écrivains? Non. Est-ce que comme en France, il y a des éditions régionales, des littératures régionales? C'est ce qu'il a répondu un peu en disant qu'il n'y avait pas. Oui, est-ce que tout est centralisé vers Moscou et ça l'intéresse les régions? Спрашивают, есть ли какие-то все-таки издательства региональные, и есть ли региональные издательства, или все издается исключительно в Москве? В Татарстане есть издательство «Татарник издат», но чтобы издаваться там, надо вступить в Союз писателей, а союзы писателей провинциальные часто закостенелые, консервативные и к молодым относятся пренебрежительно и требуют каких-то вот конвенциональных вот этих вот штук. Мягко говоря. À Tatarstan, il y a une maison d'édition où effectivement vous pouvez vous éditer, mais pour le faire, il faut faire partie de l'Union des écrivains de Tatarstan, qui est une organisation assez, on va dire, vieillotte et assez fermée sur ses idées, et pour y participer, il faut vraiment se plier à leur point de vue, à leurs règles. Oui, une question? Oui. Suite à ce que disait monsieur, l'Union des écrivains de Tatarstan parlait d'une organisation conservatrice. Oui. Voilà. Bon, conservatrice ou crypto-séparatiste? Союз писателей консерваторская организация или криптосепаратистская? Нет, именно консервативная, сепаратистских настроений нет. Non, vraiment conservatrice, pas du tout séparatiste. Bon, alors on peut demander à nos écrivains quels sont, un par un, quel est pour lui, pour chacun d'entre eux, le plus grand écrivain russe qu'ils lisent et relisent éventuellement. Не могли бы вы каждый ответить, кто для вас самый главный, самый великий русский писатель, которого вы читаете и перечитываете? Ну, русский не обязательно русский, кого вы читаете и перечитываете? Кого вы читаете и перечитываете? Если говорить о классиках, которых можно все время читать и перечитывать, наверное, это только Чехов. S'il doit parler de classiques qu'on peut lire et relire, pour moi c'est Tchekhov. Ah oui, для вас говорил. Да. Ну, я уже говорил, Иван Бунин для меня самый главный писатель. Pour moi, c'est Ivan Bunin, c'est l'écrivain principal pour moi. Иван Бунин, но его я не перечитываю, потому что его стиль, с моей точки зрения, настолько уникальный, что он убивает просто рефлексию писательскую. Да, и думаешь, вообще ты зачем нужен здесь? Mais moi, je ne le relis pas parce que pour moi, son style est tellement unique que ça tue mon inspiration et je ne comprends plus pourquoi moi je devrais écrire. Ну, конечно, на Иване Бунине мир клином не сошелся. Да нет, много авторов.
меня попросили сказать о Распутине. Конечно, Валентин Григорьевич Распутин, мой земляк. Тут общность не только текстовая, не только литературная, но буквально. Но и все-таки я бы тогда уж, если мы говорим о писателях, которые нам нравятся, на которых мы, может, даже равняемся, я бы с удовольствием сказал о своем ровеснике, о замечательном русском писателе Юрии Лунине. Он есть в этом журнале, обязательно прочитайте. Я считаю, что это писатель не просто большого будущего, это уже писатель состоявшийся, да, и он по стилю пишет так, что без всякой натяжки можно назвать это современной классикой. Спасибо. Mais bien sûr, Bounine n'est pas le seul écrivain qui est important pour moi. On me demandait aussi de parler de Valentin Rasputin, qui vient aussi d'Irkoutsk, qui vient aussi de ma ville, de ma région. Mais surtout, j'aimerais bien parler d'un des écrivains contemporains que je lis et que je relis, qui Lounine, qui est représenté dans cette revue. Qui est présenté dans cette revue, qui est pour moi déjà un style d'écriture tellement exquis qu'il peut être considéré comme un classique contemporain. Il est classique contemporain. Il est contemporain, c'est un jeune de leur génération. Oui, classique contemporain. Он так назвал. Вкратце, потому что... Лев Толстой, притом Лев Толстой позднего периода, «Воскресенье», «Исповедь», «Крейсерова соната», Толстой анархист, который порвал с многими ценностями своего круга. Pour moi, c'est Tolstoï. Последних лет. Pardon? Последних лет. Tolstoï des dernières années, les livres comme Воскресенье. Résurrection. Résurrection et la sonate à Creuser. La résurrection et la sonate à Creuser. La sonate à Creuser, qui sont vraiment des œuvres plutôt anarchistes. Это, видимо, прозвучит очень странно, просто Бунина Толстого, но я назвал его имя Николай Носов, это человек, который написал книгу «Незнайка на Луне». Во-первых, мне кажется, что это великий сатирик уровня Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова и Пелевина. А во-вторых, он визионер, да, он написал не просто капиталистическое общество, а именно то, которое установилось в сегодняшней России. Репрессивное сословное общество. Вот это вот. Мы все удивительным образом оказались в этой детской, может быть, не детской книжке. Pour moi, ça va être un peu bizarre à entendre après des écrivains comme Tolstoï et Bounine, mais pour moi, ça va être Nikolai Nosov. C'est un écrivain de littérature jeunesse, de cycle de livres à propos de Neznaïka. Et c'est un personnage fictif, et il trouve que cette littérature est une littérature purement satirique, un peu comme Saltykov-Щедрин, un peu comme Pélevine, Gogol et Bulgakov, merci beaucoup, dans laquelle il réussit dans ce monde jeunesse de parler d'un univers qui s'est instauré actuellement dans la Russie, dans lequel on se retrouve tous finalement dans cet univers assez répressif. Donc il était visionnaire de son temps. Если вы позволите, мне передала слово госпожа Сокологорская, я хочу чуть-чуть добавить по поводу вашего, господин, вопроса о Татарстане. Si vous me permettez, j'aimerais bien rajouter quelque chose sur votre question sur les éditions de Tatarstan. Я главный редактор журнала «Октябрь», который издается в Москве. Je suis la rédactrice en chef de journal Octobre, qui est édité à Moscou. 95 лет издается. Ça fait 95 ans qu'il est édité. Это не мне 95. C'est pas mon âge, hein, c'est l'âge du journal. C'est juste bien conservé. А теперь, если серьезно, наш журнал совместно с Казанью делает в Казани большой фестиваль Аксенфест.
Si on parle sérieusement, notre journal à Казань fait un grand festival qui s'appelle Аксенов Festival. Аксенов, писатель, протестный писатель, который последние годы жил во Франции, в Биарриц. Аксенов, c'est un écrivain d'opposition qui, ces dernières années, a passé à Biarritz. Но он родился в Казани, и его память очень уважают там. Mais il était né à Казань et sa mémoire est bien respectée dans cette ville. Казань – это действительно третья столица, во всяком случае третья культурная столица России. Казань est vraiment la troisième capitale, surtout la troisième capitale culturelle de la Russie. Это не значит, что это какая есть культура, такая и столица. Я не говорю, что это чудесная культура. Я просто говорю, что там очень большое внимание уделяют культуре. Je ne pense pas que, c'est pas une magnifique capitale. Elle correspond à la culture qu'on a aujourd'hui, mais c'est une ville dans laquelle on porte beaucoup d'importance à la culture. Но Казань, она как бы аккумулирует в себе то, что происходит в России, потому что в Казани живут очень много народностей, живут в мире. Mais la ville de Казань accumule vraiment tout ce qui se passe en Russie parce qu'il y a beaucoup de nationalités différentes qui y habitent. Всегда все церкви работают, никаких нету действий против одной религии против другой. Et il n'y a aucune tension entre les régions, il y a des églises ouvertes de chaque région. Et ça se passe. Поверьте мне, это очень тяжело делать это равновесие. Cette balance est très difficile à garder. И вот теперь возвращаясь к литературе. В Казани существует две литературы, татарская и русская литература. En revenant sur le sujet de la littérature, en Казань, il y a deux grandes littératures, c'est la littérature russe et la littérature tatare. Они практически не соединены. Elles se touchent presque pas. Они живут отдельно. Elles vivent vraiment séparément. Татарская литература специально сейчас, не специально сейчас, а некоторое время, уже, например, после перестройки, себя делала в таком коконе, капсуле. La littérature tatare, depuis un certain moment, à peu près depuis la perestroïka, s'est tenue dans un cocon assez enfermé. Это было естественное желание культивировать, развивать татарский язык, который был принижен при советской власти. C'était un besoin très naturel de cultiver et de développer la langue tatare qui était vraiment assez oppressée pendant l'Union soviétique. Но теперь это имеет обратную сторону. Мы не имеем связи с татарской литературой. Они очень живут своей жизнью. Русская литература именно Казани, я не говорю всей, а русская литература Казани живет своей жизнью. Mais aujourd'hui, on a des conséquences de cette isolation, c'est qu'il y a vraiment très peu de points communs entre les littératures russes et tatars. И теперь, вот, например, задача нашего фестиваля, то, что мы сделали, мы перевели самые лучшие поэты современной России, взяли и перевели современных татарских поэтов и сделали общий сборник билингвом на двух языках. Donc ça, c'est vraiment le but de notre festival. Par exemple, les meilleurs poètes russophones ont fait la traduction des poètes contemporains tatars et on a édité, on a fait une édition bilingue. Это за 30 лет первый сборник. C'est la première fois en 30 ans. И люди не шли на контакт. И вот мне кажется, такая страна, такой город Казань, который начинает делать эти шаги, когда русский язык, через русский язык татарская поэзия может быть уже издана и во Франции, это один из вариантов нашего общения.
Et c'est vraiment c'est un très grand pas, et à cause de ce recueil, c'est aussi une possibilité pour la poésie tatar, qui est assez fermée pour le monde extérieur, à travers la traduction en russe, peut-être traduite en français. Bon, on me fait signe que bon, le temps est presque dépassé. Bon, alors je voudrais remercier très chaleureusement les 4 écrivains. Voilà. Nous restons bien entendu un peu sur notre faim, on aurait envie de parler encore davantage, mais enfin on a tout de même appris comme quelque chose. Alors je me permets de vous renvoyer à cette revue qui a été, ce numéro a été préparé effectivement pour annoncer un petit peu l'événement que vous venez de vivre. Et le Mounier, dont nous a parlé André Yanzip, est représenté aussi, donc elle est à vendre au stand d'événement.